Côte d'Ivoire, le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se poursuit. Les opposants présents au Parlement ont boycotté ce mardi la session budgétaire pour exiger la libération de plusieurs de leurs membres. La ville de Ménaka au nord du Mali vit des jours de paix depuis peu. Plusieurs groupes armés se sont organisés pour assurer la sécurité de cette localité en proie aux violents djihadistes depuis 2012. Shell devant la justice aux Pays-Bas, des organisations non gouvernementales Lyon a signé pour la contraindre à baisser ses émissions de CO2. Ainsi se présente le sommaire de cette édition. Bonjour à chacun, bonjour à tous et bienvenue. En Côte d'Ivoire, le bras de fer entre l'opposition et le pouvoir se poursuit. Les opposants présents au Parlement ont boycotté ce mardi la session budgétaire. C'est pour exiger la libération de plusieurs de leurs collègues députés arrêtés dans le cadre des violences liées à la présidentielle. Reportage. L'opposition manifeste toujours sa désapprobation à la réélection d'Alassane Ouattara à un troisième mandat. Les groupes parlementaires du Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI, principale formation d'opposition, Vox Populi et Rassemblement proche de l'opposant Guillaume Soro, s'abstiennent de participer aux travaux pour dénoncer des faits sans précédent dans le fonctionnement de notre institution, selon leur communiqué commun. Les parlementaires ont exigé la libération sans délai des députés en détention et l'arrêt des poursuites judiciaires dénonçant des arrestations arbitraires. Parmi les députés emprisonnés figurent le porte-parole de l'opposition, l'ancien Premier ministre Pascal Affi-N'Guessan et Maurice Guy-Kawe, numéro 2 du PDCI. Ils ont été arrêtés après que l'opposition, qui n'a pas reconnu la réélection du président Alassane Ouattara pour un troisième mandat controversé, a proclamé un régime de transition. Vendredi, la jeunesse des partis d'opposition ivoirienne avait maintenu le mot d'ordre de désobéissance civile lancé avant la réélection du président Ouattara. L'ancien président Henri Konan Bédié, patron du PDCI, est considéré comme le chef de file de l'opposition, a suspendu le dialogue avec le pouvoir amorcé le 11 novembre et qui avait fait baisser la tension. Les violences électorales liées à la présidentielle ont fait au moins 85 morts et près de 500 blessés depuis août, dégénérant à plusieurs reprises en affrontement intercommunautaire selon un bilan officiel. En République démocratique du Congo, des députés fidèles à l'ancien président Joseph Kabila ont dénoncé ce lundi des tentatives de corruption pour changer leur majorité au Parlement, et ce, en pleine crise politique avec l'actuel chef de l'État, Félix Tshisekedi, au sein de la coalition au pouvoir. Majoritaire au Parlement, les députés du Front commun pour le Congo ont condamné ce qu'ils qualifient de manœuvre de bas étage vouée à l'échec de certains acteurs politiques bien identifiés pour tenter de changer de majorité parlementaire en usant de corruption. Avec toutes les preuves de corruption qu'il dit de tenir, le FCC se réserve le droit d'ester en justice contre le corrupteur et le corrompu. Regroupement des forces politiques de l'ancien président Joseph Kabila, le Front commun pour le Congo revendique plus de 300 députés sur 500 à l'Assemblée nationale et la quasi-totalité des 109 sièges au Sénat. Des députés FCC se sont vus proposer $7 000 pour changer de camp et faire basculer la majorité, a accusé à plusieurs reprises un député FCC, Didi Manara. Le FCC et la coalition CAP pour le changement du président Félix Tshisekedi ont signé un accord de coalition qui a permis en janvier 2019 la première transition pacifique du pouvoir dans l'histoire du Congo entre Joseph Kabila et Félix Tshisekedi, proclamé vainqueur de l'élection présidentielle du 30 décembre 2018. Englué dans des tensions avec ses partenaires du FCC, le président Félix Tshisekedi a lancé le 2 novembre dernier des consultations politiques en parlant d'union sacrée. Les consultations ont pris fin mercredi dernier. Sans préciser de date, son porte-parole avait indiqué que le chef de l'État doit désormais annoncer ses décisions dans une adresse à la nation. Les évacuations massives des camps de personnes déplacées par le conflit contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria se poursuivent. Ceci malgré la tuerie qui a fait des dizaines de morts, les autorités encourageant toujours le retour à la terre face au risque de crise alimentaire. Reportage.
Les évacuations massives des camps de personnes déplacées par le conflit contre Boko Haram dans le nord-est du Nigeria se poursuivent malgré la tuerie qui a fait des dizaines de morts, les autorités encourageant le retour à la terre face au risque de crise alimentaire. Quelques 3000 personnes qui vivaient dans un camp à Maiduguri, la capitale de l'état de Borno, depuis 6 ans, après avoir fui les violences djihadistes, ont été reconduites en bus ce lundi dans leur région d'origine, Mart, à 130 km de là, sur ordre des autorités. Selon les témoignages recueillis, la plupart des déplacés étaient satisfaits de retrouver les fermes et les terres abandonnées dans cette région, considérées autrefois comme le grenier à blé du lac Tchad, mais s'inquiétaient de savoir si les autorités s'engageraient à sécuriser la zone où opère le groupe État islamique en Afrique de l'Ouest, ISWAP, branche dissidente de Boko Haram. Boko Haram et l'ISWAP continuent de semer la terreur dans la région où des dizaines de civils ont été froidement tués samedi alors qu'ils travaillaient dans une rizière, selon les Nations Unies. Une délégation du Sénat nigérian, conduite par son président Ahmed Lawan, s'est rendue dans l'état de Borno au nord-est du pays. Les agriculteurs, pêcheurs ou bûcherons y sont régulièrement pris pour cible par les djihadistes qui les accusent de transmettre des informations à l'armée ou de ne pas leur payer les taxes qu'ils leur imposent pour exercer une activité économique et agricole. Environ 4,3 millions de personnes ont été victimes d'insécurité alimentaire en juin 2020 en raison de l'augmentation des violences, mais surtout de la crise du coronavirus et des restrictions de déplacement. La ville de Ménaka, au nord du Mali, vit des jours de paix depuis peu. Plusieurs groupes armés, en effet, se sont organisés pour assurer la sécurité de cette localité en proie aux violences djihadistes depuis 2012. Plus de détails à travers ce reportage. C'est un calme inédit qui règne depuis peu à Ménaka. Depuis 2012, la ville est aux mains de rebelles à dominante Touareg et depuis la violence était devenue le quotidien des habitants de cette ville. Cette quiétude qui s'observe actuellement est le fruit d'une opération en cours, selon des explications. Le 24 septembre dernier, effectivement, nous avons lancé ce qu'on appelle une opération Ménaka sans armes, qui a pour objectif, dans un premier temps, de ramener la paix à l'intérieur de la ville de Ménaka. Et pour ce faire, on a mis une ceinture tout autour de la ville de Ménaka pour faire en sorte que désormais tout ce qui rentre et qui sort de l'intérieur de la ville de Ménaka puisse être contrôlé, puisse être identifié, puisse être recensé. On a vraiment mis de gros moyens, puisqu'on a mobilisé plus d'une centaine de véhicules et plus de 600 combattants qui étaient au départ mobilisés pour cette opération. Pour en arriver là, il a fallu que les groupes armés, les mouvements, la plateforme CMA s'entendent. Tant mieux pour le commerce de Alassane Issouf Maïga. Auparavant, à 17h, à 18h, j'étais obligé de fermer la boutique parce qu'il y avait l'insécurité. Mais aujourd'hui, je peux continuer jusqu'à 21h, 22h. Actuellement, je viens de fermer ma boutique et je suis tranquille. Je viens chez moi tranquillement, je sors de chez moi tranquillement. Alors qu'auparavant, on ne pouvait pas faire tout ça là. Tu es obligé, quand tu fermes là, tu as le peur au ventre. Et quand tu rentres chez toi, tu as le peur au ventre. D'après un recensement de 2009, Ménaka, c'est 20 000 habitants environ. Cette ville respire mieux aujourd'hui, mais il faudra compter avec la menace des groupes djihadistes. Shell devant la justice aux Pays-Bas, des organisations non gouvernementales l'y ont signé pour la contrainte à baisser ses émissions de CO2. C'est une bataille pour la préservation de l'environnement qu'un collectif d'ONG environnementales mène contre la compagnie pétrolière anglo-néerlandaise. Ce mardi, le collectif, avec plus de 17 300 citoyens néerlandais constitués partie civile, plaide devant la justice pour amener Shell à s'aligner sur l'accord de Paris. Waar gaat het over? Heel kort gezegd. Eisers hebben deze procedure aangespannen omdat zij vinden dat. Pour résumer, les plaignants ont lancé cette procédure car ils sont convaincus que l'accusé Shell n'en fait pas assez pour réduire ses émissions de CO2 et donc pour empêcher le changement climatique. Les plaignants demandent que la Cour stipule que l'accusé est en illégalité et qu'il soit forcé à réduire ses émissions de CO2 afin d'être en accord avec les objectifs de l'accord de Paris sur le climat. Controle heeft te reduceren in lijn met de mondiale klimaatdoelstellingen van het akkoord van Parijs. Dès cette ouverture, le tribunal de la Haye tient 4 jours d'audience en l'affaire, répartis jusqu'à la mi-décembre.
Le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed a déclaré que la principale ville de la région du Tigré, Mekele, est sous le contrôle des forces fédérales et que les ennemis sont surveillés jour et nuit. Il a également affirmé que l'Éthiopie serait en mesure d'accueillir rapidement les Éthiopiens réfugiés au Soudan, mais suggère que certains d'entre eux pourraient avoir été impliqués dans le massacre de civils dans la ville de Meïkadra au Tigré. On le suit. Ils pensaient que les drones étaient destinés au bombardement, mais nous les utilisions pour surveiller leurs mouvements. Nous les surveillons jour et nuit. Nous regardons en direct le mouvement des ennemis. Nous ne les avons pas attaqués la nuit, car en se retirant, ils ont amené leurs femmes et leurs enfants. Mekele est à nous. Elle a été construite avec nos ressources. Nous n'allons pas la détruire. Pas même une seule personne n'a été blessée pour l'opération à Mekele. Nous pouvons accueillir les Éthiopiens réfugiés au Soudan en une semaine. L'ONU, le gouvernement soudanais et les organisations de réfugiés, nos portes sont ouvertes. Nous pouvons les ramener chez eux. Ils sont nos citoyens tant qu'ils n'ont pas commis de crimes. Cependant, il y a une question. Les réfugiés sont surtout des hommes, pas des femmes et des enfants. Qui sont ces jeunes hommes? Le temps nous le dira. Si ces jeunes font partie de ceux qui ont massacré des civils innocents à Meïkadra, alors ils doivent être traduits en justice. Quels sont les résultats de l'ancien appareil de renseignement et de la structure de la force de défense en Éthiopie? Depuis 2 ans et demi, le TPLF fomente des conflits majeurs qui ont fait des victimes et détruit des biens. 113 conflits ont attiré l'attention du gouvernement. Cette édition est à présent terminée. Merci à vous de nous avoir suivis. Belle suite de programme sur SICA. À très bientôt.